Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il pouvait décemment rêver être élu pape. Aujourd'hui, à 70 ans, il est redevenu simple aumônier. L'ancien archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, vit aujourd'hui en Bretagne. Condamné en 2019 pour ne pas avoir signalé à la justice les agissements d'un prêtre pédophile, il a depuis été relaxé, mais il dit aujourd'hui vouloir se faire oublier. Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Mongaillard de la cellule Récit du Parisien. Vincent Mongaillard, vous suivez le cardinal Barbarin depuis 6 ans. Vous allez nous raconter son histoire aujourd'hui. Et on a choisi de commencer ce podcast par le dimanche 10 mars 2013. Au Vatican, les cardinaux préparent un conclave. Oui, on vient d'assister au renoncement de Benoît XVI. Et donc, il faut élire un nouveau pape. Et tous les cardinaux sont sur place, les cardinaux électeurs, dont le cardinal Barbarin. Il l'avoue lui-même, il était très stressé en 2005 lors de son premier conclave. 8 ans plus tard, le cardinal Barbarin est serein. Son arrivée est remarquée ce jour-là. Oui, il détonne parce qu'il débarque au guidon d'un vélo, son VTT. La presse italienne, la Repubblica, lui offre une grande photo dans le journal. La presse mondiale se passionne pour ce drôle de cardinal. À ce moment-là, il a une chance de devenir pape ? Alors, chez certains bookmakers britanniques, oui, il ne fait pas totalement partie de la shortlist, mais certains disent qu'il pourrait effectivement être promis à un destin de pape. Vincent Mongaillard, on va remonter dans le temps. Philippe Barbarin est né le 17 octobre 1950 au Maroc, à Rabat, où il va grandir. Dans quel milieu ? Dans un milieu ultra-conservateur, très catholique. Son père est militaire dans l'armée coloniale, sa mère est mère au foyer. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 11. Parmi ses 3 sœurs, 3 deviendront religieuses. C'est donc un milieu très pieux. Il fait quelles études ? Des études classiques de philosophie et de théologie avant d'intégrer le plus prestigieux des séminaires, le séminaire des Carmes à Paris. Il est ordonné prêtre en 1977 à Créteil dans le Val-de-Marne et dans son parcours, il sera marqué par un séjour de plusieurs années à Madagascar de 1994 à 1998. Il devient à Madagascar l'un des plus pauvres pays du monde, professeur de théologie au séminaire. Et là, pour lui, effectivement, la pauvreté, c'est un choc. Ça sera l'un de ses combats dans les années à venir. Il fera tout pour aider cette île qu'il a accueillie. En 1998, Philippe Barbarin est nommé évêque de Moulins dans l'Allier à l'âge de 48 ans, ce qui est très jeune pour un évêque. Le mardi 16 juillet 2002, il est nommé par le pape Jean-Paul II archevêque de Lyon et primat des Gaules. Oui, primat des Gaules, c'est le titre le plus élevé dans la hiérarchie de l'Église de France. C'est le titre qu'on confère depuis 1979 à l'archevêque de Lyon. C'est en quelque sorte le président de la République de l'épiscopat. Et quand il arrive à Lyon, les journalistes découvrent un archevêque à l'image plutôt moderne a priori. Oui, parce que pour la première fois, ils ont face à eux un cardinal qui s'affiche en survêtement parce que le cardinal adore le running. Il a déjà fait plusieurs marathons. On lui donnera d'ailleurs le surnom de Marathon Man. Et effectivement, une calotte violette en survêt, c'est extrêmement rare. Avec la course, il a une autre grande passion, c'est la bande dessinée d'Hergé, Tintin, dont il collectionne les pièces rares. Oui, en japonais, en syriaque, en langue arabe. Et d'ailleurs, c'est une sommité dans le milieu. Il est vraiment réputé pour son don de collection pour Tintin. Dès l'année suivante, en 2003, Jean-Paul II fait de lui un cardinal. Il pourra donc participer au conclave, la réunion des cardinaux qui choisissent l'un d'entre eux pour devenir pape. Vincent Mongaillard, à Lyon, dans les années 2000, le cardinal Barbarin se fait remarquer. Il va par exemple louer le Palais des Sports lors d'une ordination de prêtre. Il va faire distribuer 500 000 Bibles aux Lyonnais. On le surnomme alors le Sarko de l'Église parce qu'il est hyper actif et il est sur tous les fronts avec cette volonté d'être un grand communicant. Quel caractère il a ?
Cardinal Barbarin, il est très clivant. Pour certaines personnes, il est autoritaire, imbu de lui-même, impatient, arriviste, courtisan. Et pour d'autres, c'est un brillant intellectuel, séducteur, hyperactif, prêt à tout pour aider les pauvres. Il est comment dans ses sermons ? Il est passionnant, mais il a une spécificité, il n'a pas de notes. Et pourtant, son discours est toujours très clair et très structuré. Vincent Mongaillard, on fait un saut dans le temps d'une dizaine d'années. Le cardinal Barbarin va être très médiatisé à partir de 2012 pendant la Manif pour tous, le mouvement opposé au mariage pour tous, le mariage homosexuel. Oui, c'est l'un des rares évêques en France à descendre dans la rue pour dire non à ce mariage gay. Il s'affiche aussi parfois aux côtés de Frigide Barjot, qui est la leader du mouvement donc contre le mariage gay. Le 14 septembre 2012, il dérape sur une télévision lyonnaise, TLM. Le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage ? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans la meilleure possibilité. Vous voyez ? Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, il laisse ce jour-là entendre que le mariage gay va ouvrir la voie à la polygamie et à l'inceste. Ça va être très mal perçu. Du jour au lendemain, alors qu'il était plutôt populaire, il devient l'évêque le plus haï de France et pas seulement de la communauté gay. Sur tous les sujets de société, il est ultra-conservateur, il a des positions radicales sur l'avortement, sur le préservatif ou encore l'euthanasie, mais il se veut aussi social. Oui, c'est ce qui lui donne aussi une image moderne. On le voit visiter des campements roms. Il est aux côtés des pauvres. Il est aussi la voix, le défenseur des chrétiens d'Orient et fait à cette occasion plusieurs voyages, notamment en Irak. Vincent Mongaillard, on en revient au point de départ de ce podcast, le 13 mars 2013. Les cardinaux sont réunis en conclave au Vatican pour désigner le nouveau pape. Finalement, c'est l'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio, qui est élu, et les deux hommes sont proches. Oui, les deux hommes s'apprécient, ils sont de la même génération. Le cardinal dira du pape François, c'est le premier pape qui m'appelle directement sur mon portable. Il y a une vraie complicité entre les deux. Cette année-là, en juillet, juste avant les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ à Rio, il est victime d'un accident cardiaque. Il est victime d'un infarctus. Il faut savoir que le cardinal Barbarin, même s'il fait beaucoup de sport, a une santé fragile. Déjà en 2007, il avait vaincu un cancer de la prostate. En avril 2015, Vincent Mongaillard, vous signez un dossier de 2 pages dans Le Parisien à l'occasion de la sortie d'un livre qu'il a écrit, « Dieu est-il périmé ?» Dans ce livre, il demande pardon aux homosexuels qu'il a pu faire souffrir avec ses propos pendant la Manif pour tous. Il continue à penser que le mariage pour tous est une erreur, une grosse erreur. En revanche, il affirme avoir rencontré au cours des débats des personnes homosexuelles et il a quelque peu changé d'avis et fait part d'une plus grande humanité à leur égard. Et il a l'air sincère quand il dit ça ? Il m'a paru sincère, je pense qu'il s'en est lui-même voulu. Et puis il faut savoir qu'à cette époque, le pape François appelle aussi à davantage de tolérance à travers son fameux « Qui suis-je pour juger ?» En janvier 2016, éclate l'affaire du père Bernard Prénat qui a commis des dizaines d'agressions sexuelles sur des mineurs entre les années 1971 et 1991. Rappelez-nous cette affaire et l'ampleur de cette affaire en quelques mots. Bernard Prénat, c'est un aumônier scout en banlieue lyonnaise. Il a commis des actes pédophiles sur plusieurs dizaines de scouts entre 1971 et 1991. Et à partir de 2016, la parole s'est progressivement libérée. Les victimes parlent et on aboutit à la naissance d'un grand mouvement, d'une grande association qui s'appellera La Parole Libérée. Dans le Parisien du mercredi 9 mars 2016, Vincent Mongaillard, vous signez ce qu'on appelle le fait du jour, le principal dossier titré « Un cardinal face au scandale ». De quoi est accusé précisément Philippe Barbarin ?
Les victimes du père Prénat reprochent les silences du cardinal Barbarin. Ils lui reprochent de ne pas l'avoir écarté dès qu'il avait eu connaissance du passé pédophile de Prénat et l'accusent même d'avoir couvert ces événements. Comment est-ce qu'il se défend? Qu'est-ce qu'il vous dit? À l'époque, le cardinal veut bien admettre qu'il avait un peu connaissance de ses agissements, mais qu'en aucun cas, il n'a voulu le couvrir. Quelques jours plus tard, le mardi 15 mars 2016, lors d'une conférence de presse à Lourdes, il va laisser échapper une phrase très choquante pour les victimes du père Prénat. Comme on est en plein scandale à la fois Prénat et Barbarin, toutes les chaînes d'information continue sont là. Et en direct, il va avoir ces mots malheureux. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Il est relancé par un journaliste. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, « La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits ». Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites? Il reconnaît que c'est une erreur de langage. Oui, non, grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Oui, mais non, mais je comprends, c'est vraiment une erreur de mon langage, je le reconnais volontiers. Mais il ne s'excuse pas, et là, le mal est fait. À ce moment-là, une pétition est carrément lancée en France pour demander sa démission. L'affaire Prénat devient l'affaire Barbarin. Elle fait beaucoup plus de bruit. Dans le train, dans la rue, le cardinal Barbarin est insulté, avec évidemment des raccourcis, puisqu'on le traite de pédophile. Que fait le cardinal Barbarin pour essayer d'apaiser la colère des victimes du père Prénat? Eh bien, il va d'abord réunir quelques-unes des victimes à l'archevêché, et puis aussi, il va rassembler à huis clos tous les prêtres de son diocèse pour tenter de s'expliquer. Vincent Mongaillard, le procès du cardinal Philippe Barbarin s'ouvre à Lyon le lundi 7 janvier 2019. Il est jugé pour ne pas avoir signalé donc à la justice les agissements pédocriminels du père Prénat. Vous êtes sur place pour Le Parisien. Comment il apparaît pendant les audiences ? Juste avant le début de l'audience, il est assis et il semble se recueillir. Il a les yeux fermés et durant tous les débats, on le sent un peu désorienté, perdu, mal à l'aise face à la justice. Il est hésitant, il ne trouve pas ses mots. Il est à milieu du cardinal que l'on connaît d'habitude lors de ses sermons, très à l'aise. Après le procès du cardinal et quelques jours avant l'annonce du jugement, sort en salle le mercredi 20 février un film sur le sujet « Grâce à Dieu » de François Ozon. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Le titre du film reprend la formule malheureuse du cardinal. Il raconte le combat des victimes du père Prénat à travers leur mouvement La Parole Libérée. Comment apparaît le cardinal Barbarin dans ce film ? Plutôt manipulateur et austère. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Très clairement, on ressort du film avec une mauvaise image du cardinal Barbarin. Et le 7 mars, le cardinal Barbarin est condamné à 6 mois de prison avec sursis. C'est un séisme pour l'Église catholique en France ? C'est d'abord une grande surprise puisque le procureur n'avait requis aucune condamnation. C'est une surprise aussi pour nous journalistes et plus encore pour l'Église catholique puisque pour la première fois, un homme d'église en France qui a le titre de cardinal est condamné pour non-dénonciation de crimes d'abus sexuels. Jusqu'à présent, ce n'étaient que des évêques qui avaient été condamnés. Le lendemain, dans Le Parisien, Vincent Mongaillard, vous faites parler un homme qui est à l'origine de cette condamnation. Il s'appelle Alexandre Dussault-Aizé. C'est un analyste financier qui a 44 ans à l'époque. C'est la première victime que le cardinal Barbarin a rencontrée en 2014 pour lui demander de mettre à l'écart le père Prénat qui était toujours au contact des enfants. Et le cardinal a attendu août 2015 pour l'évincer, ce que les victimes du père Prénat lui ont toujours reproché. Est-ce qu'il démissionne de sa fonction de cardinal ?
Dans l'Église, on ne démissionne pas comme ça, on remet sa démission au pape, ce qu'il fait en remettant donc sa démission au pape François, mais qui la refuse, demandant d'attendre la décision de la Cour d'appel. Le cardinal Barbarin a effectivement fait appel et il va y avoir un second procès qui s'ouvre le 28 novembre 2019 à Lyon. Il est comment lors des audiences par rapport au premier procès ? Beaucoup plus combatif, beaucoup plus à l'aise dans la salle d'audience, mais il a toujours des trous de mémoire. Il n'est pas très précis sur les faits. Il est moins bousculé par rapport au procès en première instance où là, il avait clairement été poussé dans ses ultimes retranchements par la présidente. La Cour d'appel de Lyon rend sa décision le jeudi 30 janvier 2020. Le cardinal Barbarin est relaxé. La Cour d'appel reconnaît que le cardinal avait une connaissance des agissements du père Prénat lorsqu'il l'a rencontré en 2010. En revanche, il y a prescription dans le délit de non-dénonciation. C'est pour ça qu'il est relaxé. Que devient-il à ce moment-là aux yeux de l'Église ? Est-ce qu'il reste cardinal ? Il reste cardinal. En revanche, il remet au pape François sa démission d'archevêque de Lyon. Donc, le cardinal Barbarin devient archevêque émérite, donc sans aucune fonction. Il faut alors lui trouver une nouvelle activité. Il devient aumônier en Bretagne au sein d'une congrégation appelée les Petites Sœurs des Pauvres. À l'automne dernier, le cardinal Barbarin publie un livre en octobre, En mon âme et conscience. À ce moment-là, il en parle notamment sur RTL et dans La Croix. Quel est son message ? Il revient sur ce qu'il appelle son assassinat médiatique. Dans tout ce tumulte, les choses sont venues et se sont abattues sur moi parce qu'il fallait symboliquement trouver quelqu'un qui porte le poids de tout cela. Bon, c'était à moi de le faire, moi je l'ai fait. Il se défend en répétant qu'il n'a jamais voulu couvrir le père Prénat. Je ne suis pas coupable de ce dont on m'a accusé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas commis d'erreur. En revanche, il reconnaît des erreurs de gouvernance. La première fois où une victime est venue me voir, là, il y a quelqu'un qui a eu un courage énorme. Et je lui ai dit, est-ce que vous acceptez d'écrire ce qui s'est passé ? Et la personne l'a accepté, et en fait, on avait des faits précis. Et à partir de ce moment-là, il fallait agir. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant ? Et ça, c'est ce que j'appelle une erreur. Que dit-il sur le père Prénat ? Alors, comme tout chrétien, il pardonne, et même si le père Prénat a fait des choses horribles, comme il dit, il demeure son frère, c'est son propre mot. Après ça, il essaie de se faire discret, il vit en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans une communauté religieuse tenue par des sœurs à Saint-Pern. Il donne des cours dans un séminaire à Rennes. Vincent Mongaillard, à partir de la mi-janvier, vous commencez à travailler sur sa nouvelle vie, vous préparez un long papier pour Le Parisien. Est-ce que vous lui demandez une interview ? Oui, on échange par mail. Je lui demande officiellement une rencontre sur ces nouvelles terres bretonnes. Il me répond, mais de manière négative. Il décline l'offre, mais toujours très cordialement. Vous décidez d'aller en Bretagne malgré tout ? Oui, pour voir dans quel environnement aujourd'hui il vit. À Saint-Pern, à une quarantaine de kilomètres de Rennes, je frappe chez les Petites Sœurs des Pauvres qui ne sont pas très bavardes. Elles me disent juste que ça se passe très bien avec le cardinal. Elles me dévoilent quand même que ce mardi-là, il est au séminaire Saint-Yves à Rennes. On fonce avec le photographe et on se place à la sortie de ce séminaire. Par chance, je vois arriver un homme qui porte le col romain, un blouson en cuir. Il est coiffé de son éternel béret noir. Tout de suite, je reconnais le cardinal Barbarin. Immédiatement, je m'approche de lui et je lui demande comment il se sent dans sa nouvelle vie. Il me dit ces mots: il faut que je me fasse oublier un peu. Il écourte notre échange et file vers sa voiture. Et donc vous le prenez en photo de dos, on le voit de dos, c'est ça, aller vers sa voiture ? Il est seul, il porte 2 gros sacs, il a le dos légèrement courbé. On a l'impression que c'est un vieil homme isolé qui va retrouver sa voiture.
Vincent Mongaillard, celui qui était le plus haut représentant de l'Église catholique en France, est aujourd'hui donc un simple aumônier, comme à ses débuts, mais en même temps il garde un statut à part. Dans votre papier, vous racontez aussi qu'il a fêté son 70e anniversaire avec le pape. Oui, c'était le 25 octobre dernier au Vatican, et pas n'importe où, à la résidence Sainte-Marthe, la maison du pape François. Il est venu avec une vingtaine de personnes de sa famille. Ça donne un cliché souvenir assez étonnant, puisqu'on le voit aux côtés du pape François. Tout le monde tient son masque dans la main, donc personne n'a mis son masque sur le visage. C'est une photo qui doit beaucoup lui plaire, puisqu'il l'a mise sur sa carte de Noël et de vœux 2021 qu'il a adressée à ses proches. Merci Vincent Mongaillard. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.